Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Fin observateur de notre société, Michel Vivorka est un sociologue mondialement reconnu. Son nouveau livre, La dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif, paraît demain en librairie. L'occasion évidemment pour nous de revenir avec lui sur ce qui agite notre société et justement de parler de la place de cette histoire juive en France. On en parle avec lui dès le début de cette émission. Le musée des Arts et Métiers à Paris accueille un parcours-jeu un peu particulier et dédié aux plus jeunes visiteurs. On en parle avec la chef d'exposition, Marjolaine Schoch. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara fera suite à la chronique d'hier pour raconter Halloween en quelques anecdotes à travers le monde. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité de l'éducation. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec l'interdiction de l'écriture inclusive prononcée aujourd'hui par le Sénat. Ils souhaitent, les sénateurs, selon leurs propres termes, protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive. 221 voix pour, 82 voix contre. L'objectif donc est d'interdire l'écriture inclusive dans un large panel de documents, actes juridiques, modes d'emploi, contrats de travail. En fait, tous les documents qui ont une portée légale. Les actes juridiques sont donc considérés comme nuls en cas d'écriture inclusive. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'un des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Voilà comment il décrit l'écriture inclusive. C'est vraiment l'écriture de l'exclusion. C'est une écriture imprononçable à l'orable et indéchiffrable à l'écrit. Ce sera une écriture de l'entre-soi, de quelques-uns. L'écriture de cercles militants, l'écriture pour les précieuses ridicules, comme aurait dit Molière. On poursuit avec l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire après la mort d'un collégien de 5e vacciné contre le papillomavirus. Y a-t-il eu des négligences le 19 octobre dernier lors d'une vaccination pour le papillomavirus dans le collège Saint-Herblain en périphérie de Nantes? C'est en tout cas la question à laquelle des enquêteurs vont avoir la lourde tâche de répondre. Pour revenir sur les faits, un élève de classe de 5e a fait un malaise vagal 15 minutes après son vaccin, chutant lourdement sur la tête. Il est décédé quelques jours plus tard de ses blessures. Pas de lien direct avec la vaccination, explique l'agence régionale de santé dans un communiqué. Ce type de malaise peut survenir du fait du stress provoqué par la vaccination, mais sans lien avec le produit vaccinal ou un défaut de qualité du vaccin. C'est la même réaction du côté du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, que je vous propose d'écouter au micro de RTL. Et le malaise vagal, c'est dans toute vaccination le premier risque, c'est-à-dire c'est l'aiguille, la peur de l'aiguille. Il y a là aucun lien avec le produit injecté. On le sait, c'est un vaccin qu'on connaît très bien. Il y a 300 millions de fois injectés dans le monde. Donc on verra bien les suites effectivement de cette histoire. Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle de 2027, un scénario qui s'étudie du côté des sondeurs. Et on est loin d'être dans le monde de la science-fiction. En tout cas, dans les coulisses du monde politique, on est très clair. Gabriel Attal est en train d'adopter une posture de candidat à l'élection présidentielle. Voilà ce qui se murmure du côté des conseillers ministériels. Omniprésence médiatique sur des sujets forts, choix de médias à grosse portée pour ses interviews. Tout le monde est clair, 2027 est un horizon pour Gabriel Attal et ça commence même à cheminer dans l'esprit des Français. Hier, les résultats d'un sondage IFOP fiducial pour le Figaro et Sud Radio ont été publiés. Avec le traditionnel casting, Édouard Philippe, Marine Le Pen, on est à 31% pour Marine Le Pen, 25% pour Édouard Philippe. Mais Gabriel Attal fait figure de dauphin puisqu'il emporte 19% des intentions de vote, plus que les autres membres de la majorité testés, comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. On aurait pu penser que ce n'était qu'un phénomène de popularité, mais Gabriel Attal bénéficie d'une crédibilité électorale. Voilà ce que dit Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Affaire à suivre. Évoquons désormais le chiffre du jour, 47 600. 47 600, c'est le nombre d'enseignants du premier degré qui sont également directeurs de leur école. C'est le résultat d'une analyse de la DEP, la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, qui s'est plongée dans ces chiffres officiels. Et dans cette notice d'information, quelques informations plutôt intéressantes. Au global, les enseignants deviennent plus souvent directeurs que les enseignantes. Néanmoins, la part de femmes directrices dans les petites écoles est proche de celle des femmes qui enseignent dans le premier degré. Puis aussi des disparités géographiques. Dans les zones urbaines, avec des écoles qui ont beaucoup de classes, en général, les directeurs et directrices ont des décharges d'enseignement, là où dans les zones rurales, ils doivent cumuler plusieurs heures d'enseignement avec leur fonction de directeur.
Direction les États-Unis maintenant, où l'on observe une hausse alarmante des actes antisémites dans les universités et les écoles américaines. À tel point que ça a fait l'objet hier d'un point presse de la Maison-Blanche sur ce qu'il est qualifié de hausse alarmante des incidents antisémites dans les écoles et sur les campus. Il n'y a pas de chiffre encore qui est donné, mais la Maison-Blanche parle de menaces et d'attaques contre des personnes juives qui sont en hausse. À l'université de Cornell, dans l'État de New York, où il y a beaucoup de débats en ce moment sur la question israélo-palestinienne, on fait face à de sérieuses menaces qui a même ouvert une enquête de police. Le ministre de l'Éducation réfléchit, lui, à des mesures pour une protection augmentée. À noter que Gérald Darmanin a lui annoncé que 819 actes antisémites ont été recensés en France depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Merci beaucoup Guillaume. Sociologue, maître de conférences, notre invité a été à la tête de l'école des hautes études en sciences sociales et l'auteur de nombreux ouvrages sur notre société. Eh bien, dans un contexte tendu partout en France et dans le monde, nous sommes ravis de pouvoir accueillir sur ce plateau Michel Vivorca dans cette première partie d'émission, notamment à l'occasion de la sortie de son dernier livre, La dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Michel Vivorca. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur de La dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif paru chez De Noël. Merci beaucoup d'être avec nous. On est évidemment sous le choc depuis maintenant plusieurs jours, mais surtout ce matin, de voir des étoiles juives taguées sur des façades d'immeubles à Saint-Ouen, Aubervilliers ou encore Saint-Denis, mais aussi sur la façade d'une école publique à Lyon. J'imagine que vous êtes extrêmement choqués. Quel sentiment ça vous évoque aujourd'hui? Une histoire qui se répète? Je suis consterné, évidemment, et je suis assez désespéré parce que ces phénomènes dont on pouvait espérer après la Seconde Guerre mondiale qu'ils régressent, ça monte et ça descend, mais la pente n'est certainement pas descendante. La pente d'ensemble, c'est désespérant. On est dans une société où le niveau culturel est élevé, une société où les valeurs républicaines et démocratiques sont généralement bien acceptées, et on se retrouve avec cette projection sur le sol français de ce qui se passe au Proche-Orient, parce qu'il y a un terreau pour accueillir cette projection, et c'est gravissime. Autre choc également, la délégation israélienne qui porte fièrement, qui arbore l'étoile jaune à l'ONU. Est-ce que c'est une façon de rappeler pourquoi aussi l'ONU a été créée? Oui, c'est assez contesté. C'est assez contesté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'idée que la question, c'est finalement une sorte de renouvellement de l'Holocauste, une sorte de reproduction de la Shoah, cette question gomme, si je peux dire, toute l'épaisseur sociologique ou historique de ce qu'il y a derrière ces crimes. Et donc, mettre en avant la Shoah, pour le dire comme ça n'est pas nécessairement efficace ou protecteur. Pas nécessairement, parce qu'on n'est plus dans les années 60, quand les États-Unis, la France, le monde en général, prenaient conscience de ce qu'avait été la Shoah. On n'a pas pris conscience tout de suite. J'ai une sœur qui a écrit un livre merveilleux dans lequel elle explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, les survivants de la Shoah sont revenus en France, pour certains d'entre eux, et voulaient parler. Mais on ne pouvait pas les entendre. C'est pas que ils avaient des choses à dire. C'est pas du tout contrairement à ce qu'on croit qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils avaient des choses à dire. Mais la société ne pouvait pas les entendre. N'était pas prête à les entendre? N'était pas prête, oui, parce que si c'était impensable. C'était surtout, c'était pas ça l'objet. C'est-à-dire, on sortait de la guerre, la résistance, des liens entre les communistes et les gaullistes. Il y avait tout un ensemble de débats qui mettaient cette question un peu à côté. Bon. Et puis arrivent les années 60, là la question est devenue tout à fait importante. Mais, donc il y a eu un effet de sidération. Les gens ont commencé à comprendre, vous savez, le grand choc, s'il s'agit de la France, c'est le film de Lanzmann, 1985, Shoah. Donc c'est pour vous dire que tout ça a mis longtemps, en quelque sorte, avant d'être réellement compris dans ce pays.
Et est-ce que c'est réellement compris aujourd'hui quand on voit les faits? Aujourd'hui, oui. Et je dirais même que c'est institutionnalisé. Il y a des institutions, il y a l'éducation, puisque nous sommes ici dans le monde de l'éducation. L'éducation fait d'énormes efforts. Ça s'est institutionnalisé. Il y a des voyages à Auschwitz qui n'existaient pas il y a 50 ans. On emmène les enfants, on les prépare, les enseignants sont formés à ça. Enfin, tout ça est en général, très très bien fait. Et donc, l'effet de sidération est derrière nous. Et donc, le débat doit être transformé. Et puis, il y a autre chose, c'est que si les années 70, 80, 90 ont été plutôt heureuses du point de vue de l'antisémitisme pour les Juifs de France et pas seulement, c'est, je pense, parce qu'il y avait non seulement cette sidération, la prise de conscience de la Shoah, mais une image très positive d'Israël, mais toujours des critiques, bien sûr. Et en plus, une vitalité intellectuelle et culturelle juive en France, aux États-Unis. Si je vous dis Woody Allen, si je vous dis Philippe Roth, enfin, si je pourrais comme ça, on pourrait en faire des listes entières. Et donc, c'est ce que vous décrivez, hein. Israël est vécu à l'époque comme un endroit où il y avait des kibboutz, où au contraire on était dans quelque chose de très positif. Alors, bien sûr, l'image d'Israël était positive. Et donc, mettre en avant uniquement la Shoah, je trouve que c'est presque intellectuellement, politiquement, régressif, au sens de c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Bon, je sais pas, comment dire, je suis pas en guerre contre ceux qui mettent en avant la Shoah, mais je pense que c'est un peu problématique. Samuel Paty, Agnès Lassalle, Dominique Bernard le 13 octobre dernier, évidemment les incidents, enfin les assassinats et autres incidents dans le cadre de l'école se multiplient depuis dans les écoles. Emmanuel Macron avait, il y a quelques mois, employé le terme de décivilisation. Est-ce que c'est ce à quoi on assiste selon vous? Alors Emmanuel Macron ne sait pas d'où vient le mot. Vous ne le savez qu'à peine, malheureusement. Il se trouve que je connais bien l'œuvre de Norbert Elias, qui est le sociologue historien, qui, dans les années 30, avait décrit d'abord le processus de civilisation. Alors, je résume sa thèse, bien sûr. Mais l'idée de Norbert Elias, c'était que nos sociétés étaient, depuis le Moyen-Âge, depuis la sortie du Moyen-Âge, depuis Erasme, depuis la cour, dans des processus où elles apprenaient progressivement à maîtriser leurs pulsions, à maîtriser la violence, à contrôler l'agressivité. Et donc, tout ça passait par un renforcement de l'État. Et donc, le processus était un processus de civilisation. Et j'ajoute qu'en plus, le mot était allemand et que traduire civilisation par civilisation, tout le monde n'est pas d'accord. C'est le sens de civilité, surtout, non? Oui, et de culture. Oui, il y a un livre très célèbre de Freud qu'on ne sait pas trop comment traduire. Est-ce que c'est avec le mot civilisation ou est-ce que c'est avec le mot culture? Malaise dans la civilisation ou malaise dans la culture? Bref. Et puis, arrive la Seconde Guerre mondiale. Et pour Elias, ça a été un choc terrible parce que le pays qui était parmi les plus avancés dans ce processus général d'évolution vers plus de civilisation basculait brusquement dans les pires horreurs. Et donc, c'est de là qu'est venu le thème de la décivilisation. Et donc, c'est quand même, comment dirais-je, une référence historique très lourde. Vous pensez que c'est mal employé de la part du président de la République? Ah oui. Je pense que c'est léger. C'est cavalier. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et la décivilisation, ça renvoie quand même à l'expérience nazie et à la barbarie. Je ne veux pas minimiser ce qui se passe dans notre pays, mais il faut quand même garder le sens des choses. Alors on va bien sûr évidemment parler de votre livre Alignement juif, mais j'aimerais quand même évidemment poser une ou deux questions encore sur ce qui se passe aujourd'hui en France et qui est très grave, ce qui se passe dans le monde. Dans The Conversation, vous avez signé un article très instructif intitulé « L'antisémitisme, vieux démon de la gauche française », en expliquant que le terme antisémitisme a été, est né en Allemagne en 1879, mais qu'il était implanté de longue date chez les penseurs pourtant qualifiés de gauche. Vous pouvez nous expliquer cela ? Alors, le mot antisémitisme, c'est effectivement un journaliste allemand, Wilhelm Marc, qui l'a créé, mais c'était dans l'air du temps. On parlait beaucoup de sémitisme, de langue sémite, d'arien, etc. Enfin, c'était déjà dans l'air du temps. Et l'idée que ce mot est venu condenser, c'est l'idée que les Juifs ne sont pas définis comme une religion pour laquelle des gens déploient une certaine haine, donc religieuse, mais ne sont désormais définis comme une race.
Autrement dit, pendant des siècles et des siècles, les églises, pas seulement catholiques d'ailleurs, protestantes, orthodoxes, ont développé l'image d'un peuple déicide. Les Juifs ont tué Jésus. L'image d'un peuple qui ne veut pas se convertir, en gros. Et donc c'était très violent, les enfants apprenaient ça dans le catéchisme, c'était religieux. C'était une haine religieuse. Et arrivent ces années 1860, 1880, où là, la haine devient raciale. Les Juifs ne sont plus une religion, mais une race. Ils ne sont plus définis par une culture, des traditions, une façon de se comporter. Non, ils sont définis par des traits biologiques. Et ça, c'est parce que le climat général était comme ça. Il n'y avait pas que les Juifs qu'on définissait comme ça. Il y a des gens qui faisaient la hiérarchie des races, des choses comme ça. Mais pas définis par les gens de droite ou d'extrême droite. Alors, les gens de gauche. Au début, cette thèse, cet antisémitisme qui vient donc se prolonger, se nourrir, mais aussi transformer le vieil anti-judaïsme religieux, c'est quand même quelque chose qui, dans un pays comme le nôtre, est marqué très à droite. Mais, et c'est là où on en arrive à l'antisémitisme de gauche. Bien sûr, quand vous avez l'affaire Dreyfus, en gros, vous avez la droite anti-républicaine, oui. La droite antisémite, il faut le dire, anti-Dreyfus surtout, contre les républicains. Mais vous savez, la gauche, elle ne sait pas très bien encore si elle se définit par l'adhésion à la République ou si elle définit par la référence au mouvement ouvrier. Et alors, dans ce contexte-là, vous avez des penseurs de gauche qui vont être critiques de la gauche, surtout en référence au mouvement ouvrier. Pourquoi ? Parce que les Juifs, c'est le capital, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les médias, c'est la proximité de certains grands chefs d'État, de grands rois, de grands princes, etc. Et donc, les Juifs, c'est l'ennemi de classe, en quelque sorte. Vous voyez, c'est cette thématique qui va... Alors, on rencontre... Chez Marx, on trouve des textes très célèbres, d'ailleurs, des textes qui aujourd'hui seraient qualifiés d'antisémites, bien sûr, où il règle peut-être aussi son propre passé, son père ou son grand-père, je ne sais plus, était rabbin. Il y a l'héritage de Voltaire, donc ça c'est la gauche, c'est les Lumières. Voltaire, pour des raisons alors lui religieuses, contre la religion, s'en prenait aux Juifs, mais vous avez... Il s'en prenait aussi à l'islam et au catholicisme. Oui, à toutes les religions, mais sur les Juifs, il a eu des mots vraiment très sévères. Et vous avez donc dans cette période de la fin du 19e siècle, des leaders socialistes. À l'époque, le communisme et le socialisme ne sont pas encore distincts. On n'a pas encore eu le congrès de Tours. Et donc, vous avez, dans ce contexte historique-là, quelques penseurs importants, Marx, Proudhon. Proudhon, c'est plutôt l'anarchie. Hein, c'est plutôt la gauche, c'est pas la gauche marxiste, c'est la gauche plutôt anarchiste, pour simplifier, qui écrivent des choses antisémites. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le cas de Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'est l'icône, aujourd'hui encore, de la gauche. Parce que Jean Jaurès, il a été à la fois l'expression du mouvement ouvrier et l'expression de la République. Il était les deux à la fois. Et c'est là qu'il y a eu un flou, en fait. Alors, il a eu un flou au départ. Il a trouvé que ce que disait Drummond, au tout départ, que ce que disait Drummond était acceptable. Il n'était pas du tout dreyfusard, mais si je puis dire, il a fait sa conversion intellectuelle et politique, et ensuite, il a été impeccable. Donc, il y a quand même eu un moment comme ça. Alors ça, c'est pour cette période-là. Mais vous avez d'autres époques où l'antisémitisme va être manipulé, j'ai envie de vous dire, à gauche de la gauche. Pas dans la gauche socialiste, social-démocrate, là, non, mais à gauche de la gauche. Et aujourd'hui encore, évidemment, je suis obligée de faire le lien, je fais un bond de 150 ans, mais j'aimerais quand même votre réaction aux propos, notamment de Jean-Luc Mélenchon, de Mathieu Panot et autres, récemment. Je vais vous dire, je ne dirais pas que ce sont des propos antisémites. Parce que quand on dit... enfin, c'est compliqué, mais quand on ne s'en prend pas directement aux Juifs, quand on n'est pas explicitement antisémite, il faut faire attention au jugement. C'est sournois ? Mais non, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin, c'est-à-dire ils n'en sont pas loin. Ils n'en sont pas loin, c'est ambigu, c'est ambivalent, ça prête à des interprétations. Moi, c'est comme ça que je les entends. Vous comprenez, si vous dites le Hamas, c'est la résistance, et Israël, c'est l'oppression, vous êtes antisioniste, vous critiquez très violemment l'État d'Israël. En d'autres temps, pourquoi pas ?
Mais dans la situation où il vient d'avoir cet acte de barbarie terrifiant, 17 octobre. Non, vous ne pouvez pas gommer, en quelque sorte, minimiser. Donc, c'est pas forcément de l'antisémitisme. Tout est une question de contexte. Mais c'est quelque chose qui n'en est pas loin, de la même façon que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est pas exactement la même chose, mais que tellement souvent ça se mêle. Donc voilà le problème. Alors, revenons évidemment à votre livre. Je dis revenons, mais en même temps, tout ça, c'est évidemment parler de la question juive. Donc, la dernière histoire juive, Âge d'or et déclin de l'humour juif, paru chez De Noël. Voilà, ce livre, vous en avez écrit beaucoup d'ouvrages, mais celui-ci, évidemment, m'a beaucoup plu aussi. On se doute, au vu le temps d'édition, que vous n'avez pas le contexte des drames actuels, et des drames du 7 octobre quand vous l'avez écrit. Donc, j'imagine que le récit, forcément, prend un sens un peu différent aujourd'hui, bien que tout à fait actuel. Alors vous avez raison, il ne faut pas être dans l'anachronisme, il ne faut pas faire comme si j'avais écrit ce livre en connaissant déjà ce qui vient de se passer, bien sûr. Mais tout ce que je décris, je dirais, indique un chemin qui aboutit à des drames. Alors celui-là était imprévisible pour moi en tout cas, mais en tout cas, tout ce que je décris dans ce livre, c'est ça. Si je peux m'expliquer, je vais faire un tout petit tunnel. Avec joie, mais vous m'y autorisez. Pas forcément un tunnel, mais en tout cas, en revanche, une explication avec joie. Oui, allez-y. En gros, si vous voulez, à partir des années 60 et dans les années 70, 80, 90, le monde juif de la diaspora est un monde plutôt heureux. Plutôt. C'est-à-dire qu'on a découvert la Shoah, il y a de la compassion, il y a de la bienveillance. On a l'image d'Israël positive. On a l'image, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une vie intellectuelle riche qui intéresse tout le monde. Et donc les histoires juives, au sens que je leur donne, c'est-à-dire des histoires que des juifs peuvent raconter à des non-juifs sans susciter aussitôt des réactions bizarres. Eh bien tout ça, le paysage s'ouvre. Et il y a un certain bonheur. Et puis ensuite, tout se renverse. Tout se renverse. Le monde juif est beaucoup moins créatif, en tant que tel, explicitement, ou peut-être un peu usé. La Shoah, comme je vous le disais tout à l'heure, ça y est, si je puis dire. Puis il y a eu d'autres souffrances historiques qui sont mises en avant. Et puis, enfin, c'est plus comme avant. Il n'y a pas cet effet de sidération. Et puis, troisièmement, l'image d'Israël ne cesse de se dégrader. Et donc, il arrive un moment où, pour la diaspora, pour les Juifs de diaspora, les choses ne sont pas faciles. Bien sûr, parce que, vous savez, Juif, c'est compliqué par rapport à d'autres groupes humains. Pourquoi Parce que c'est à la fois une religion, le judaïsme, mais vous pouvez être juif et n'avoir rien à faire de la religion. C'est l'État d'Israël, mais vous pouvez être indifférent ou loin ou non concerné par ce qui se passe en Israël. Et c'est une nation, c'est un peuple. D'où l'idée d'ailleurs que la diaspora à Israël, c'est la même chose. Bon. Ce qui n'est pas forcément acceptable. Et donc c'est très compliqué. C'est pas seulement une religion, c'est pas seulement une nation, c'est pas seulement un État, c'est pas seulement une diaspora. Bon, c'est beaucoup de choses qui se mêlent. Et beaucoup de Juifs d'ailleurs ne sont pas en accord avec le gouvernement israélien et bien ce qui se passe. Alors oui, mais alors, il y a une notion de nation. Bien sûr, de peuple, à condition d'ajouter d'ailleurs qu'il ne faut pas croire que en Israël tout le monde est d'accord aussi avec la politique du gouvernement ou qu'il y a une unité. Il y a une unité, évidemment, parce qu'il y a une menace existentielle. Mais jamais la société israélienne n'a été aussi divisée et jamais aussi elle n'a autant débattu. Il faut bien voir que c'est une démocratie où l'on discute, où l'on débat. Donc tout ça est très très compliqué. Et donc mon livre montre, à partir de ce fil directeur qu'est l'humour, comment apparaît, dans un certain contexte, la possibilité de raconter des histoires drôles. Alors j'en raconte certaines pour expliquer ce contexte. Ce n'est pas un recueil d'histoires drôles, on en trouve quelques-unes qui m'ont fait parfois beaucoup rire, je tiens à le dire, mais ce n'est pas un recueil d'histoires drôles comme il en existe. C'est l'espace s'ouvre et l'humour il trouve une belle place et l'espace se referme et il se referme de plus en plus. Et mon livre se termine par des interrogations justement qui sont assez proches de celles que soulève la situation actuelle. Alors parlons justement de l'humour juif, parce que l'humour juif, je pense qu'on est nombreux à l'aimer, l'adorer, l'avoir vécu, si je puis dire, dans le sens où on a adoré les histoires juives, puisque c'est comme ça que vous le dites, la dernière histoire juive. Là, moi, quand j'ai vu ce titre en tout premier lieu, je me suis dit, est-ce qu'on va parler de l'histoire justement des Juifs, ou est-ce que c'est la petite histoire, justement, l'histoire drôle qui est racontée? Qu'est-ce qu'une histoire juive? Parce que, est-ce qu'une histoire juive, c'est forcément une histoire de l'absurde?
Alors ça peut être ça. Alors d'abord, je repense ce que vous Oui. disiez il y a une seconde. La petite histoire, les histoires juives, éclairent la grande. Et la grande éclaire la petite. Et oui, c'est justement l'objet de votre livre. Voilà. C'est comme ça qu'on va y venir. J'allais dire, c'est dialectique. Bon. Ouais. Mais alors, je crois qu'il y a dans les histoires juives le bout de l'absurde. Il y a dans les histoires... Bon, il y a dans les histoires juives un lien avec la vie réelle, très souvent. Très, très souvent. Et il y a dans les histoires juives un lien étrange avec la religion. Ce livre est né d'un épisode que je raconte vers la fin, donc je ne vais pas le déflorer, mais a quelque chose à voir avec une rencontre que j'ai eue avec le rabbin Corsia. Exactement. Bon, eh ben, le rabbin Corsia, c'est pas un homme qui est au plus loin de toute la vie réelle. Non, pas du tout. Il est capable de parler de vraies choses de la vie. Il y a ça. Il y a aussi la capacité, alors c'est proche de l'absurde bien sûr, mais la capacité à prendre les préjugés qui visent les juifs et à les présenter de façon tellement outrée qu'ils en deviennent ridicules. Hein. Il y a un comique juif qui a beaucoup fait rire dans les années 80-90, qui s'appelle Popek. Exactement. Ben, c'est un peu ça. Popek, il est radin comme jamais on peut imaginer que quelqu'un soit radin. Eh ben, c'est très bien, parce qu'il est tellement radin que tout le monde rigole. Et quand on rigole, c'est comprendre la distance. Et donc, c'est comprendre la distance par son expérience. Et il y a dans l'humour juif quelque chose d'assez spécial. Je parle de mon propre groupe avec suffisamment de distance pour me moquer de moi-même, mais pas méchamment, et pour que d'autres aiment mon propre groupe, ou l'apprécient, ou aient de la bienveillance. Tout ça est constructif, positif. Alors que trop souvent, quand des histoires s'intéressent à un groupe, c'est un autre groupe pour le disqualifier. Alors dans les années 80, la grande mode, c'était les histoires belges. Bon, ben, les Belges, dans ces histoires, étaient débiles, tarés. Ça les faisait pas rire, d'ailleurs. Hein. Comment ? Ça les faisait pas rire, Oui, les ben, Belges. moi non plus. La première fois, on rigole, bien sûr. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais c'est inacceptable. Mais l'histoire juive vous fait rire encore ? Ben, en ce moment, on n'a pas envie de rire, malheureusement. Mais les histoires juives, aussi longtemps... C'est pour ça que je dis la dernière histoire juive. Après ça, j'en vois plus. J'ai plus envie de rire. C'est pour ça que vous parlez de déclin, d'ailleurs. Hein. Âge d'or et déclin. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y en a qui circulent encore, mais... Alors, il y a un problème en plus pour les histoires juives, c'est que quand elles deviennent grinçantes, là, elles peuvent alimenter ou être proches de l'antisémitisme. Une histoire juive dans laquelle le préjugé, comment dirais-je, n'est pas présenté de façon tellement absurde qu'il saute en quelque sorte, qu'il vole en éclats, une histoire juive comme ça devient presque une histoire antisémite. Et donc, il y a ce problème-là. Hein. Ah ben alors justement, des proches avaient dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien justement, les histoires juives, je ne dirais pas qu'elles démentent complètement ça, mais on peut rire de tout, et pas forcément uniquement dans son propre groupe, pas forcément comme ça entre soi, dans l'entre-soi du groupe auquel on appartient. L'humour juif est très ancien, mais pendant très longtemps, l'humour juif, c'était l'entre-soi, c'était entre juifs. Bon, là, ce qui s'est passé pendant une trentaine d'années, avant la fin du XXe siècle, c'était ça. La possibilité de faire rire d'autres que son propre groupe. Ben, si je dis Woody Allen, il y a bien des gens qui ne sont pas juifs et qui comprennent que c'est de l'humour juif. Alors vous disiez justement, vous expliquez en fait d'où vient cet humour juif, vous racontez évidemment plein de blagues, donc d'histoires juives très drôles. La première, je ne vais pas les dévoiler aussi, mais évidemment qui m'a fait beaucoup rire. Vous parliez à l'instant de Popek et de son côté radin. La première histoire parle d'une montre. Il y a plein d'histoires qui sont liées à l'argent. Pourquoi il y a toujours un rapport avec l'argent qui revient dans les histoires juives ? Je mets les pieds dans le plat parce qu'en fait, c'est important de pouvoir... comprendre. Alors, pas toujours, mais ça fait partie des thèmes et ça fait justement partie de cette capacité à tourner en dérision certains préjugés et à les traiter un peu par l'absurde. Mais pourquoi il y a ce préjugé ? Alors, tout simplement parce que l'histoire juive, alors là, la grande histoire, pas la petite, l'histoire juive, elle s'est jouée pendant des siècles avec d'un côté des masses populaires extrêmement pauvres, misérables, mais aussi des petites élites, parfois proches d'un pouvoir financier ou politique, des petites élites à qui on interdisait d'autres métiers que les métiers de l'argent, ou certains métiers avec certains animaux, des choses comme ça. Mais
À partir du moment, donc, un certain nombre de juifs ont réussi parce que c'était les métiers qui leur étaient encore autorisés. Et oui, c'est ça. Et donc, il en est resté la tradition, c'est très ancien, si vous prenez le personnage de Shylock chez Shakespeare, c'est un usurier. Bon. Et donc, il en est resté cette image du juif qui aime l'argent, qui est cupide, et par conséquent, je vais vous raconter quelque chose qui m'a choqué, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est pas dans le livre. Voilà. À Saint-Cyr, l'aumônier, le trésorier de l'association des étudiants Saint-Cyr, il y a encore 3-4 ans, je ne pense pas que ça ait changé, on l'appelait le juif, très officiellement. Donc, le juif, c'est l'argent. Ça ne choquait personne. Ben non, et j'ai lu ça dans un livre, enfin très sérieux. Et donc voilà, donc si vous voulez, le juif, c'est l'argent, donc il faut bien que les juifs, s'ils veulent parler de vraies choses dans les blagues dans lesquelles ils en appellent à la bienveillance, eh ben, ils disent quelque chose sur l'argent. Évidemment, sur ces énormes préjugés que certains ont malheureusement. Parler de l'humour juif, certes, qui est un humour fantastique, très drôle, et vous parlez de Popek, mais évidemment, nombreux ceux qui nous font rire aujourd'hui, Tim Seed, Gad Elmaleh ou autres. C'est aussi un livre qui a évidemment pour autre but de parler, et vous l'avez dit dès le départ, de l'identité juive. C'est très important de pouvoir parler de l'humour pour pouvoir aussi arriver à définir cette identité aujourd'hui dans ce monde contemporain en pleine évolution, voire même en pleine dégradation. Ce sera ma dernière question. Vous savez, on n'a jamais pu donner une définition satisfaisante de l'identité juive. Et dans ce livre, je cite Richard Marienstrass, un grand penseur, qui a dit un jour, écoutez, je vais vous dire, l'identité juive, c'est le fait que les juifs passent leur temps à se demander ce que c'est que l'identité juive. Donc, voilà. Alors, bon, mais il y a eu toutes sortes de définitions. Jean-Paul Sartre a dit, le juif est juif à cause du regard des antisémites sur les juifs. C'est une drôle de façon de définir l'identité. D'autres ont insisté sur la nation, d'autres sur la religion, d'autres sur le rapport à Israël. Tout ça est très, très variable. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, l'image et donc l'identité des Juifs est en train de se durcir, de se transformer, de se raidir, et que malheureusement on rentre dans une période où elle sera moins capable d'attirer beaucoup de bienveillance, je le crains. Il est donc d'autant plus urgent de lire le livre de Michel Vivorca, La dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif, paru chez De Noël, que je vous conseille vivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'était un bonheur de vous recevoir. J'espère vous recevoir pour le prochain livre, puisque vous êtes tellement prolixe que j'imagine. Laissez-moi le temps de le faire. Oui, mais je n'ai pas de doute que dans quelques mois, je vous retrouverai. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir avec Guillaume Ouattara, Marjolaine Chuche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet exposition au Musée des Arts et Métiers depuis le 22 septembre et jusqu'au 19 novembre. Oui, et je peux même vous dire que nous allons prolonger cet événement jusqu'au 7 janvier, jusqu'à la fin des vacances de Noël. Jour de ma fête, 7 janvier. C'est idéal. Voilà. Alors donc justement, cette exposition, le Musée des Arts et Métiers, présente le parcours-jeu du mouvement de la Terre à l'occasion de la sortie du manga éponyme qui s'appelle Kiyun, c'est bien ça? Oui, enfin la maison d'édition, oui, s'appelle Kiyun. Voilà. Alors du mouvement de la Terre, ce n'est pas donc une exposition, je le disais, c'est un parcours-jeu. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Le principe, c'est que les visiteurs se présentent au musée, prennent leur billet d'entrée et au sein du parcours de visite permanent du musée puissent trouver un genre de jeu de piste. Il va falloir qu'ils cherchent un certain nombre de QR codes qui vont leur permettre à travers une web app de débloquer des contenus supplémentaires par rapport à un certain nombre d'objets liés à l'astronomie, au géocentrisme, à la révolution héliocentrique, donc des contenus et des mini-jeux, et à la fin de leur parcours, récupérer un petit cadeau à l'arrivée. C'est génial, donc en fait on est vraiment acteur de cette exposition. Oui. On part sur les traces du jeune Raphaël, un petit prodige tiraillé entre ses convictions théologiques et une toute nouvelle perception du ciel étoilé, donc qui s'appelle l'héliocentrisme. Hélio pour
Le soleil. Bon, voilà, parfait, bravo. Un thème donc qui fait écho forcément à l'actualité. Je trouve ça génial. Je me dis, mais vraiment, vous êtes en plein dedans. Là, tout d'un coup, les sciences versus religion. De se poser cette question constante. Complètement. Il y a vraiment ça qu'on retrouve dans le manga. On a essayé autant que possible que chaque étape du parcours jeu colle avec les objets que nous avons dans nos collections au musée et avec ce qui se passe dans l'intrigue du manga. Donc on a sélectionné 8 étapes et il y en a certaines qui font plus écho à la dimension justement théologique, car le musée est un établissement qui a en son sein une église, donc ce qui nous a permis de tirer ce fil justement autour de la théologie et de pouvoir aborder ce sujet-là, là où d'habitude, quand on parle de musée de sciences et de techniques, on est un petit peu moins dans la dimension très loin, religieuse. Effectivement, on est très loin en général de la dimension religieuse, c'est là où ça devient très intéressant. Alors l'exploration, elle débute avec une collection d'instruments scientifiques. Oui. Il y a l'Astrolabe d'abord. Oui, tout à fait. C'est les petits instruments qui permettent de voir les étoiles. Alors non, l'Astrolabe, je suis loin d'être la plus grande spécialiste pour vous en parler, mais c'est plutôt un genre de disque qui permet de représenter la sphère céleste. Et c'est un instrument scientifique qui est assez ancien. Il y en avait à l'époque de l'action du manga, mais qui s'est vraiment développé au fur et à mesure du temps. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut manipuler et qui permettent de mesurer la hauteur d'un astre, de définir l'heure si on connaît la position d'un astre. Donc on donne à travers un des mini-jeux justement liés à cette étape-là l'occasion aux visiteurs de pouvoir manipuler, mais de façon très très simple, ces instruments-là. Voilà, cet instrument-là qui est modélisé à travers la web app pour pouvoir mesurer la hauteur de Mars, si je ne me trompe pas, dans l'app. Et c'est vrai que c'est un outil qui est assez complexe à utiliser. On se rend compte que les astronomes, ils ont eu besoin de s'équiper d'instruments pour mieux comprendre et pour mieux calculer aussi, pour mieux interpréter ce qu'ils pouvaient voir à l'œil nu dans le ciel. Et l'Astrolabe fait partie de ça. Je peux même dire que l'Astrolabe, ça veut dire preneur d'astres. Voilà, donc c'est quand même assez poétique. Ça prend plein de choses. Guillaume. Je passe beaucoup d'heures sur une application chinoise qui s'appelle TikTok. Oui. Et parmi toutes les vidéos, qui est présentée évidemment par les jeunes, parmi toutes les vidéos, il y a beaucoup de vidéos de platistes, notamment des lives, où ils remettent en question que la Terre, ils ont plein de preuves. Moi, je passe des heures à regarder. Parfois, je me dis, c'est peut-être vrai. Justement, est-ce qu'il y a dans cette exposition les moyens aussi de se rendre compte que non, la Terre n'est pas plate, qu'il n'y a pas les eaux qui tombent comme ça? Est-ce que toutes ces idées reçues qu'on peut avoir, vous parlez aussi de théologie, c'est pris en compte dans l'expo? Alors, on ne parle pas de platisme, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que tout le parcours est ponctué de références au géocentrisme, à l'héliocentrisme, à l'ensemble de ces théories qui ont commencé dans l'Antiquité et qui, petit à petit, ont pu déjà aussi se démontrer. On a pas mal d'objets qui font référence au monde géocentrique. Donc, géocentrique, ça veut dire la Terre au centre de l'univers, avec tout qui tourne autour, ou d'ailleurs rien qui tourne. Le pendule de Foucault. Alors, on a également le pendule de Foucault. Alors, le pendule de Foucault, il participe à démontrer la moitié de la révolution héliocentrique, parce qu'il permet de montrer le fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc, ça ne permet pas de montrer que ça tourne autour du Soleil. Et c'est vrai que nous avons des démonstrations au musée chaque jour du pendule de Foucault qui permettent de mieux comprendre. Et on a évidemment une étape du parcours, c'est d'ailleurs la fin du parcours, qui se termine par le pendule de Foucault. On ne pouvait pas faire abstraction. Je vous ai vu gratter, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est pendule de Foucault, c'est en lien avec Question pour un champion. Non, pas du tout. Voilà, je prépare mon nouveau spectacle. Je vois. Donc on disait Astrolabe, c'était fort intéressant. On parle de lunettes, de compas, de sphères armillaires, de tellurium. Alors moi, il faut absolument que j'aille bosser tout ça parce que mais évidemment, faut venir les voir. Mais oui, c'est ça. Parce que évidemment, je me suis perdue, mais j'imagine que c'est aussi l'objet de ce parcours jeu, de cette exposition du mouvement de la Terre au Musée des Arts et Métiers. Je le rappelle, au 7 janvier. Oui. C'est de pouvoir découvrir les instruments, découvrir effectivement aussi l'astronomie différemment et de manière ludique. Tout à fait, de manière ludique. Et ça permet d'avoir une surcouche à la médiation qui est déjà proposée au sein du musée pour ces objets-là, avec des contenus supplémentaires, de la contextualisation. Chaque étape est symbolisée donc par un QR code, en lien avec une reproduction du manga aussi qui fait écho à l'objet, avec du contenu sur l'objet pour mieux le comprendre, et donc ce mini-jeu à chaque fois. Donc ça va être un petit quiz, une frise chronologique, une manipulation à faire pour mieux comprendre le fonctionnement
fonctionnement de l'objet. L'idée, c'est vraiment que ces objets puissent prendre vie alors qu'ils sont simplement en vitrine exposés aux visiteurs. Et peut-être être redirigé vers des ateliers qui sont potentiels après, en dehors de l'exposition, car lorsqu'on découvre ce milieu-là, j'imagine qu'on peut aussi exercer une fascination aussi pour ça. Oui, c'est vrai que le musée propose de nombreux ateliers en fonction de la programmation. Ça peut explorer différents sujets. On n'a pas forcément d'ateliers spécifiques là actuellement dans la programmation. En tout cas, je ne suis pas au courant, donc peut-être que je mens par omission liée à l'astronomie. Mais c'est vrai qu'on accueille beaucoup de scolaires. À peu près 25% de notre visitorat est un visitorat scolaire en groupe, soit libre, soit avec une médiation. On propose aussi beaucoup d'ateliers. On s'adresse vraiment à tout le monde. Je peux quand même préciser que c'est un manga qui est de la typologie seinen, donc qui s'adresse plutôt aux jeunes adultes et dont certains contenus sont un petit peu violents, parce que forcément on parle de théologie, donc on parle aussi un peu d'inquisition. Alors c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le parcours au musée, mais c'est vrai que les contenus qui sont abordés en termes de scientificité sont quand même pas à mettre entre les mains d'un enfant de 7 ou 8 ans. Certes, mais vu ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi de pouvoir aborder justement ces thèmes importants, mais de manière effectivement scientifique, avec des personnes qui sont les sachants, si je puis dire. Guillaume, vous voulez une... Oui, une dernière question, dernière question en tout cas de mon point de vue. Est-ce qu'il y aura d'autres projets comme ça qui mêlent littérature, manga, médiation culturelle? Parce que c'est on sait que le manga, par exemple, pour le Pass Culture, c'est le premier pourvoyeur chez les jeunes. Donc il y a d'autres projets qui se dessinent au sein du musée? Alors, au musée, actuellement, on n'a pas de projet lié à ça, mais on en a déjà eu. On a eu un certain nombre d'expositions temporaires qui étaient en lien avec la littérature. On a eu une exposition autour de l'univers de Blake et Mortimer il y a quelques années, autour du travail de Françoise Keuten et Benoît... qui s'appelait Machine à dessiner il y a quelques années également. Les ponts entre littérature et sciences et techniques sont évident, ça nous arrive très régulièrement. C'est vrai qu'on attend d'avoir le bon lien, le bon match pour que ça fasse sens et que ça ne soit pas comme un cheveu sur la soupe et qu'il y ait un vrai dialogue entre nos collections et ce qui peut être proposé en parallèle. En tout cas, le pont avec la théologie, donc avec évidemment l'histoire des religions et la religion en elle-même, est assez étonnant. Et puis c'est vrai que ça fait un vrai lien avec l'histoire des sciences, parce qu'on se rend compte qu'il y a une histoire de transmission dans le manga. C'est très prégnant dans ce manga-là, en tout cas, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre parcours de visite, et ça permet, je pense, aux visiteurs de se rendre compte que d'abord on observait juste en levant les yeux au ciel, puis on s'est équipé d'instruments et on s'est pas dit tout de suite quelle était la bonne réponse. Observer avant de croire. Exactement. Merci beaucoup Marjolaine Chuch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de projet exposition au Musée des Arts et Métiers à Paris depuis le 22 septembre, donc dès maintenant vous pouvez y aller, et cela jusqu'au 7 janvier, tous les jours. Tous les jours, du mardi au dimanche. Voilà, sauf le lundi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Eh bien, tout de suite, c'est à vous. Oui, Halloween. Oui, on va retrouver on reparle d'Halloween. Guillaume. On en a parlé hier, on en parle aujourd'hui et on en parlera peut-être demain. Mais pourquoi pas? De toute façon, moi, je suis ravie de vous avoir, Guillaume. Hier, Guillaume Buan, qui était à votre place, cher Guillaume Ouattara, nous racontait la formidable histoire d'Halloween. Alors, on va poursuivre, toujours sur cette idée d'Halloween. Vous avez décidé de faire un petit tour du monde avec des actus légères et d'autres moins, pour parler d'Halloween à travers le monde, en commençant par des petits films, justement. Exactement. Est-ce que vous fêtez Halloween ce soir, Virginie? Non, j'ai pas prévu. D'accord, pas de déguisement, pas de récolte de bonbons. Écoutez, le déguisement est déjà là. Ah non, c'est le déguisement idéal, mais ça c'est pas pour Halloween. Halloween, on veut des horreurs, pas du bonheur. Pas une beauté. Bien sûr, oui. Alors moi, ce que je vous propose pour votre petite Halloween, c'est une sélection de films et de séries réalisées par Courrier International pour se faire une petite frayeur ce soir, tout en restant bien chaudement chez soi et en évitant les punaises de lit du cinéma, même si c'est important d'aller au cinéma. Première série que je vous propose, premier film d'ailleurs, série que je vous propose, c'est La Chute de la maison Usher, qui est disponible depuis le 12 octobre dernier sur la plateforme Netflix. On nous parle d'une famille monstrueusement riche, forcée d'affronter les conséquences de ses actes. C'est une ambiance joyeusement terrifiante avec des nouvelles, des poèmes et des personnages tout droit inspirés d'Edgar Allan. J'aime bien comment vous mimez la peur. Comment je fais la peur? Ouais. La peur, voilà, c'est quelque chose de très intense. Donc là, vous achetez des petits pop-corn, on est aux États-Unis.
États-Unis, dans un mélange entre Edgar Allan Poe et Succession, nous dit Courrier International. Autre idée, cette fois de série également, c'est la série Black Girl qui est dispo depuis le 13 septembre dernier sur Disney+. Pourquoi cette série elle est intéressante? Parce qu'elle nous parle d'abord des questions raciales aux États-Unis, puisque c'est une employée afro-américaine d'une maison d'édition qui doit lutter un petit peu pour sa place contre les préjugés. Et puis arrive une deuxième afro-américaine qui est très, très, très bizarre. Là aussi, on est dans le domaine de la terreur, surtout qu'on apprend que 30 ans plus tôt, dans cette même maison d'édition, une autre employée afro-américaine avait disparu. Ça donne envie, Virginie, c'est la terreur qui continue. Ça, c'est deux versions américaines. Il y a des gens qui vont dire on n'a pas envie d'Amérique, etc. Et ben, je propose du Japon, avec un anime, l'anime qui s'appelle Juni Ito. On est dans une ambiance de peur, de grotesque, d'absurde. En fait, c'est une succession de courts-métrages de 10 minutes, un peu comme, vous savez, les nouvelles de Maupassant. Les nouvelles qui font peur. D'ailleurs, sur Netflix, il y a une version des nouvelles de Maupassant un peu noir et blanc. On n'est pas très bien quand on regarde ça. Et ça raconte des moments de vie, de personnages qui sont bouleversés par le surnaturel. Dernière proposition, cette fois, on est du côté du cinéma. Piggy, grossophobie et tueur en série dans l'Espagne rurale. On suit le quotidien de Sarah, qui est obèse et qui subit les affres de ses camarades. Il paraît que c'est génial. Bon, j'ai vu aucun des quatre parce que c'est sorti ce matin, mais je vous avoue que ça promet une petite soirée popcorn comme je les aime, un petit plaid, un peu de terreur, un déguisement, et c'est le bonheur. Halloween, c'est évidemment la terreur, la frayeur, aimer se faire peur, c'est aussi les bonbons, c'est trick or treats. Et donc, du coup, aux États-Unis, la soirée, elle est placée sous le signe de la vigilance à cause de la drogue dans les bonbons. Moins drôle, ça. Oui, c'est beaucoup moins drôle. C'est vrai que vous l'avez bien présenté. On mange des bonbons, on est content, mais on peut finir en overdose. C'est en tout cas ce qui s'est passé l'an dernier à Los Angeles et les autorités renouvellent leur vigilance. Les parents doivent surveiller les bonbons des enfants et ne pas les autoriser à les consommer avant inspection. Pourquoi? Eh bien, l'an dernier, 12 000 cachets de fentanyl de contrebande étaient emballés comme des confiseries repérées à l'aéroport de Los Angeles. Alors, c'est un puissant opioïde, vous savez, le fentanyl, c'était des comprimés de couleur vive et il y a une seule crainte des autorités, qu'il y a des petits plaisantins qui s'amusent à les mettre dans des bonbons. Vigilance donc. En Corée du Sud, les célébrations prendront la forme d'une commémoration pour les 1 an d'une bousculade meurtrière qui avait lieu dans le pays. Oui, ça c'est bon gai. C'est passé à Séoul l'an dernier. Il y avait lors des festivités d'Halloween 160 personnes qui ont été tuées dans un mouvement de foule. Ça s'est passé le samedi 29 octobre 2022. Des dizaines de personnes qui avaient entre 20 et 30 ans étaient sorties pour profiter des fêtes post-pandémiques à Itaewon, un quartier de la capitale. Et résultat des courses, il y a eu un mouvement de foule et donc on a eu un certain nombre de victimes. Malheureusement, une enquête est en cours et surtout, c'est des défaillances du gouvernement qui ont été mises en cause. Bon, alors dernier petit point en quelques secondes, certaines célébrités se refusent à fêter Halloween. Oui, j'avais envie de retourner par les États-Unis puisque moi je déteste Halloween. Je parle d'Halloween, mais vraiment je déteste cette fête. J'aime pas les déguisements, j'aime pas tout ça. Et c'est à l'image de Zendaya, Hitchcock, Ryan Murphy ou encore Serena Williams, 4 célébrités américaines qui avaient dit qu'elles n'aimaient pas. Pour la petite anecdote, Hitchcock, il disait que Halloween, c'est la fête de l'amateurisme. Merci beaucoup Guillaume, merci. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir des Colliers. Cette semaine, son invitée est la Miss France Marine L'Orphelin. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève? Moi, je te vois studieuse du début à la fin de ta scolarité. Il n'y a pas de surprise, Franchement, zéro surprise. J'étais une bonne élève. En fait, j'ai toujours aimé l'école. Donc, c'est facile quand t'aimes l'école. T'aimais apprendre? Ouais, j'aimais apprendre. J'aimais aller à l'école. J'aimais passer des moments avec les autres. Donc oui, pour moi, ça a toujours été simple parce que j'aimais apprendre et j'aimais y aller. Donc, T'aimais faire tes devoirs aussi? On peut pas dire aimer faire les devoirs, mais moi, je les faisais, franchement. C'était pas une corvée, quoi. Non. Et du coup, pour toi, l'école, c'est que des bons souvenirs? C'est pas que des bons souvenirs. C'est pas que des bons souvenirs parce que, tu sais, je pense que tu vois très bien ce que je vais dire. Quand t'es la bonne élève aussi, tu peux aussi être un peu ciblée. Et tu peux parfois être un peu rejetée parce que les gens peuvent en avoir un peu marre, entre guillemets, de toi. Est-ce que t'étais un peu faillotte? Est-ce que c'est les faillottes bonnes élèves qui sont un peu... Non, j'étais pas faillotte, mais des fois, j'avais tendance à dire
que j'étais déçue. Tu sais, j'étais cette élève. Ah oui, j'ai raté, t'as 18. Je suis déçue, j'ai raté. Ouais, on la connaît. J'ai raté le contrôle, alors qu'en fait, j'ai 17-18, quoi. Donc, ouais, j'étais par contre cette élève-là. Et donc, du coup, ça peut énerver. Et t'as gardé des amis de l'époque? Oui, ouais. T'es encore des amis d'enfance. Une vraiment d'enfance, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 3 ans. On se côtoie encore, un peu moins qu'avant forcément, mais on se côtoie encore, on donne des nouvelles. Et quelques amis de collège, lycée. Est-ce que tu avais un prof qui t'a marqué particulièrement plus peut-être que les autres? Une matière? Oui, quelques profs qui m'ont marqué. Une prof de français qui était très bienveillante, qui nous racontait les romans, qui nous racontait en fait le français. Et du coup, j'aimais sa manière de nous faire apprendre. Et vraiment quelqu'un de profondément gentil, tu vois. Elle avait cette bienveillance envers tous les élèves et j'en garde des bons souvenirs. Et une prof d'anglais aussi, mais plus parce que c'était un personnage. C'est-à-dire quel genre de personnage? C'est vrai que les profs de langue, ils étaient un petit peu ils peuvent être dans leur culture, dans leur univers. Elle était... oui, c'est ça, c'était un personnage, tu vois, des grosses lunettes noires, les cheveux courts, habillée un peu à la garçonne. C'était une Anglaise? Non, c'était pas une Anglaise, mais c'était une vraie prof d'anglais dans le sens où elle nous parlait vraiment que en anglais. Tu vois, c'était le vrai cours d'anglais, très, très bien, du coup, où finalement on apprenait énormément. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar ou pas du tout? Matière cauchemar... La musique, c'était pas fou. Le cours de musique où tu dois chanter, c'est quand même pas ouf. Ah non, tu chantais? Chant, flûte. Ça t'aimait pas? J'aimais pas trop le prof. Comment il s'appelle? Salut. On ne dirait pas son nom. En vrai, j'ai oublié les noms des profs. Mais est-ce que t'avais quand même des bonnes notes? Moi, j'avais quand même des bonnes notes. Est-ce que Parce que j'aimais pas avoir des mauvaises notes, tout simplement. T'es très exigeante avec toi-même, non? Ouais, niveau max. Je suis un peu perfectionniste et je suis un peu exigeante envers moi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire souffrir, même ce niveau d'exigence, parfois? En vrai, ça te met une pression quand même au quotidien et je me suis beaucoup mise la pression, tu vois, même quand j'étais jeune, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu, tu vois, sur ma scolarité. Tu as des bonnes notes, tu sais que tu vas passer dans la classe supérieure et il n'y a pas franchement d'enjeu, mais je me mettais quand même tout le temps la pression. Et oui, à un certain moment, plutôt dans l'après, finalement, les études supérieures, avec la fac de médecine, c'est là où ça a commencé, cette pression que je me mettais au quotidien a commencé à être difficile à porter et que j'ai commencé à développer vraiment de l'anxiété, en fait. Des études? De l'anxiété liée aux études? De l'anxiété de performance, je dirais. En fait, de l'anxiété à devoir toujours... être au top, tu connais ça aussi. Est-ce que c'est ça qui t'a conduit après à faire des sports extrêmes, du dépassement encore, ou rien à voir? Tu penses que c'est pas lié? Je pense que non. Mon envie, ma passion pour le sport et ma recherche, comme tu dis, de sensations et tout, elle vient plutôt du fait que j'aime ressentir des choses. Tu vois, j'ai besoin dans mon quotidien d'être tout le temps stimulée au niveau émotionnel, tu vois. J'ai besoin de... Je peux être hyper heureuse comme je peux être hyper down, hyper triste et je peux être hyper enthousiaste, tu vois, Dans la recherche d'émotions, en fait. Exactement. Et est-ce que tu penses que ce côté exigeant, au final, il venait alors de tes parents, de l'éducation que tu as reçue, ou tu penses que c'est quelque chose que tu t'es mis toute seule sur toi? Je pense que ça vient des deux, finalement. Ça vient de ma personnalité, que je peux pas changer, tu vois, ce côté perfectionniste. Et vraiment aussi... de mon éducation, puisque ma mère tenait absolument à ce qu'on réussisse à l'école, comme tous les parents, je pense. Mais il y en a plus que d'autres. Ouais, en tout cas, elle nous rappelait toujours, tu vois, l'importance en fait de la réussite scolaire. Et pour mes parents, c'était le seul moyen de réussir dans la vie et de s'ascensionner socialement, on va dire. De changer de catégorie sociale. Et donc, ils nous ont un peu mis la pression en disant le seul moyen pour vous de réussir dans la vie, c'est de réussir vos études. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Marine L'Orphelin. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP.
Mais le droit, il est quand même globalement absent à l'école. Alors, le droit est absent à l'école et justement, l'objectif, c'est de leur expliquer que le droit, il est partout, en fait. Mais déjà. Donc, en fait, il faut qu'ils comprennent y que compris dans la cour de récré. Enfin, on va en parler dans quelques minutes. Donc, quand les enfants sont sur les réseaux sociaux et qu'on leur dit, ben voilà, en fait, quand vous utilisez un réseau social, ben, vous adhérez à des conditions générales d'utilisation et donc, ben, ce CGU, c'est le contrat que vous passez avec eux. Et donc, c'est un acte juridique. Oui, c'est un acte juridique. Et moi, je leur dis, je veux que vous pouvez dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Il faut juste que vous le fassiez en conscience, avec responsabilité, que vous ayez conscience que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça vous suivra à vie. Il y a une phrase que les enfants adorent prononcer, c'est pas juste. C'est un peu Calimero. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont quand même une conscience intuitive, j'allais dire, de ce qui est bien, pas bien, juste, pas juste? Il faut quand même organiser tout ça. C'est pas le droit non plus. Alors la conscience intuitive de la justice, enfin de la justice, c'est très large et ça a beaucoup à voir avec la morale, avec la philosophie. Ce sont des concepts qu'ils ne comprennent pas encore vraiment. Ils ont intuitivement, mais par exemple, être en meute après un élève. Franchement, est-ce qu'on peut parler de justice? Il n'y a pas de justice, concrètement. Donc, oui, ils comprennent quand on leur pose la question que c'est quand on leur a expliqué. À minima, que c'est pas sympa. Oui, mais ils le font quand même. Ouais. Et donc, si vous voulez, si on ne se fiait qu'à ce sentiment de l'équité n'est pas un concept juridique. Donc, on est obligé aussi, après, de rappeler le texte de droit. Parce que la justice est-elle juste? Je ne sais pas. C'est un beau sujet pour le bac philo. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Ouais. Et c'est en ça que c'est important de passer aussi par le fonctionnement des institutions et de leur expliquer qu'à un moment donné, on s'est tous mis d'accord pour transformer finalement des valeurs et effectivement des choses qui relèvent de la morale, du bien, du mal, en normes juridiques et en textes et donc, nous, les de loi. adultes, notre devoir, c'est d'éveiller nos enfants à cette conscience citoyenne. Moi, c'est ça que je crois. Je cherche même pas à faire naître des vocations pour devenir avocat. C'est pas mon point. Moi, mon point, c'est, voilà, vous allez, un jour, c'est vous notre avenir. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont notre avenir et qu'on a besoin de s'assurer qu'eux vont bien comprendre, justement, le bien et le mal, leurs droits, mais aussi leurs obligations. Parce que les droits ne vont pas sans les obligations. Sans les devoirs. Guardia Cyber Security School. Valérie, on va commencer par vous. Vous êtes donc la cofondatrice et directrice générale de cette école. C'est l'une des premières écoles en Europe aujourd'hui sur les enjeux de cybersécurité. Alors oui, tout à fait, avec ce modèle, c'est-à-dire une intégration post-bac et une formation en 5 ans, en 3 ou 5 ans, on peut s'arrêter au bachelor, ou alors continuer jusqu'au bac plus 5 pour être expert en cybersécurité. Alors justement, quel type de métier on peut faire quand on sort de la Guardia? Alors, on a édité un guide, le guide des métiers de la cybersécurité que vous retrouvez sur notre site Guardia, qui est téléchargeable donc gratuitement. Donc déjà, on peut quand même commencer à feuilleter, mais je vais vous donner quand même 2 métiers très représentatifs. Le premier, c'est un métier qui est très prisé par les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pentester. Donc ça, c'est quoi ce métier? C'est tout simplement de vérifier la solidité de toute l'informatique d'une organisation, de l'hôpital, d'une entreprise, d'une institution, d'une mairie, d'une commune. Donc, tester la solidité de quoi? Du site internet, du site marchand, de la boîte mail. Pour éviter les cyberattaques aussi, Exactement. Notamment. Donc, c'est ce premier métier, pentester. Et puis, il y a un autre métier qui est intéressant qui s'appelle analyste sécurité. Si c'est de la cyberdéfense, donc là, on va chercher également à sécuriser tous les systèmes d'information, toute l'informatique, pour résumer. Donc après, on a d'autres métiers, consultant, par exemple, si on aime de faire du conseil. En tout cas, tous ces métiers ont une même base, de l'informatique. Le numérique, c'est le trait d'union, justement, entre tous ces différents axes que vous avez mis en place concernant la politique éducative dans les Vosges. Tout à fait, c'est le trait d'union parce que le numérique aujourd'hui fait partie de nos vies et quand on veut parler aux jeunes, il faut effectivement pas que ça, mais il faut parler avec le numérique. Et quand on parle politique scolaire ou quand on parle dans nos collèges, effectivement, on a toujours été très offensif sur ces sujets numériques parce que pour nous, ils sont importants et ils sont indispensables dans la politique éducative. Et on a toujours été offensif, donc on a pris des initiatives. Et quand le gouvernement a proposé des expérimentations avec TNE, Territoire numérique éducatif, il y a 12 départements en France qui sont pilotes. Il y en a un seul dans le Grand Est et c'est les Vosges. Et ce qui nous a un peu intéressé dans le dispositif TNE, c'est justement d'avoir de travailler aussi en collaboration avec les équipes éducatives, avec les services d'éducation nationale, avec des constructeurs, avec les collèges, pour justement quel dispositif, avec les enseignants, je les oubliais,
oublier. Faut pas les oublier. Et les parents. Et bien sûr les parents, parce qu'on a un volet parentalité. C'est-à-dire que le dispositif TNE, c'est à la fois l'équipement, c'est à la fois la formation des enseignants, c'est à la fois le volet parentalité, et puis aussi les ressources, parce que distribuer des tablettes, des outils numériques dans les collèges ou dans les écoles, parce qu'on a un volet sur les collèges, mais aussi, on a aussi un volet dans les écoles élémentaires, mais c'est quelles ressources on donne pour mettre effectivement, ou quelles ressources on accompagne dans ces dispositifs-là pour justement que l'ensemble des élèves qui sont dans les Vosges puissent avoir accès au numérique éducatif. C'est la fin de ce JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Toujours des chroniques fantastiques. Avec Loïc Landreau, vous propose une soirée visionnage de séries d'horreur. Ça vous intéresse pour Halloween? Non, parce que vous détestez Halloween et moi aussi. Donc en fait, Loïc se retrouvera seul, le pauvre. Bah voilà, on l'embrasse. C'est sympa, oui, on l'embrasse. Halloween, j'ai tenté. Canal 217 sur les box Orange, Canal 147 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe de School TV. En particulier aujourd'hui, je remercie à la réalisation Xavier Sanchez, au son c'est Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Eva Troller et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.